Avignon, ville d'exception. De l'exception, on en trouve dans toutes les villes. Mais en cette année 2025, la municipalité d'Avignon avait choisi de gâter ses concitoyens plus qu'en 2024. Les fontaines enchantées ne suffisant plus. Les bonhommes immobiles et les guirlandes peinant pour le remplissage. Et les grands sapins n'étant jamais assez grands, même quand ils atteignent le 2e étage. Il fut décidé d'accueillir 2 grands enfants étranges dans les remparts de la ville. Ayant élu domicile sur le toit, ces grands enfants ne savaient pas rester sur place, et décidèrent de descendre sans l'autorisation de la mairie. Un sort les avait paralysés pour les punir. C'est ainsi qu'on pouvait les voir, du matin au soir, immobiles, sans que l'on sache si l'enfant du haut tentait de sauver son camarade en leur montant, ou s'il l'aidait à descendre. Toutefois, de l'avis général des gens qui passaient par là, il n'y avait pas à s'inquiéter. Personne ne tomberait et personne ne serait blessé. Comme si Noël protégeait ses invités de marque. La magie de Noël ne s'arrêtait pas là. On pouvait voir ailleurs les 2 tourtereaux se faire la bise, alors qu'ils n'étaient même pas encore descendus. À 2 endroits différents, les uns pouvaient voir les 2 bambins jouer les équilibristes, tandis que les autres être témoins de leurs bisous, à même le sol, sans que l'on puisse y comprendre la moindre logique. N'ayant ni sosie ni proche pour créer cette supercherie visuelle. Le mystère reste aujourd'hui entier. De toute façon, personne ne semblait s'en soucier. Les gens avaient bien d'autres choses à faire. Comme prendre un petit train inutile pour le voyage, regarder un cheval prisonnier dans sa bulle, qui semblait pourtant heureux là où il était. La ville d'Avignon regorgeait de belles décorations. On finissait toujours par trouver, au détour d'un sentier, dans le fond d'une ruelle ou que sais-je, un objet unique qu'on ne trouvait pas ailleurs. Tout ceci ne manquait pas de satisfaire la curiosité des petits-enfants. Pourtant, le meilleur de Noël ne se situait pas là. Le meilleur, l'essentiel, ne se situait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il fallait venir à l'église des Célestins. Là, en miniature, se trouvait toute l'essence de la vie d'autrefois. Loin d'Internet, des écrans, des téléphones mobiles, loin des réseaux sociaux, quand la simplicité était la loi. Curieusement, il avait fallu en passer par là. Partagé entre la curiosité et la nostalgie, d'un monde, d'une époque que même les plus vieux n'ont pas connu. Les visiteurs trouvaient ce qu'ils étaient venus chercher, et ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer tout seuls. Tous ces petits personnages anonymes n'avaient pas de nom. Et pourtant, chaque visiteur était activement occupé à lui trouver une âme. Que ce soit individuellement ou en groupe. Dans un paysage sans décoration, dont la seule référence concrète à la période de Noël était cette petite crèche cachée au fond d'une grotte. Un savant mélange d'immensité et de minuscule, entre verdure et monuments, maisons, vergers, où on aimerait bien y être, tout en restant devant les pieds sur terre. Dans l'église des Célestins, nous étions invités à passer le pont pour rentrer dans le village. Après seulement avoir vu à l'œuvre les cueilleurs et cueilleuses de lives, semblant inexistantes, mais de toute façon trop petites pour nos yeux délicats, toujours à travailler sans se plaindre. Ils n'étaient pas les seuls à travailler. De l'autre côté, on pouvait trouver des cultivateurs de citrouilles, des ouvriers des vignes, travaillant jusqu'à la limite des derniers rayons de soleil du soir. Trouvant toujours la motivation jusqu'au dernier moment pour remplir la dernière charrette,
tant que la tâche ne serait pas accomplie, tant qu'il resterait assez de soleil ou assez de lanterne pour finir le travail. Tandis que les chevaux, eux, n'attendaient que leur tour, pour tirer leur dernière charge et se reposer. Comme on pouvait s'y attendre, cela n'empêchait pas les ouvriers de parler entre eux, sans s'occuper de la chaleur, de la fraîcheur, ou même de la lourdeur de leur hôte, qui au fur et à mesure pesait de plus en plus, jusqu'au moment où la fatigue les ramenait à la raison. Des conversations subtiles ou futiles, que les visiteurs ne pouvaient pas entendre, mais dont ils se plaisaient parfois à imaginer. Ensuite, tout le monde rentrait dormir jusqu'au lendemain matin, où il fallait se lever aux aurores. Et oui, il fallait recommencer le lendemain, le même labeur. Du côté des citrouilles, ambiance différente. Les paysans présents préféraient faire plusieurs choses en même temps, comme si une seule ne leur suffisait pas. Tandis que les uns ramassaient de la paille, d'autres ramassaient des citrouilles, tandis que d'autres surveillaient les oies, et les derniers gardaient leurs petits-enfants. Tout ceci dans un terrain vague, qui n'était ni vraiment un potager, ni vraiment une basse-cour, ni une aire de jeu pour enfants. Ou bien était tout cela en même temps. De toute évidence, le mode de vie des Provençaux de l'époque regorgeait bien des mystères. Et à quoi s'amusaient les enfants? Eux qui restaient passifs au milieu de tout ça? Peut-être rêvaient-ils du jour où ils seraient adultes et auraient la force de ramasser le foin, de charger les charrettes de citrouilles par paquet de 3, du jour où ils auraient la force de labourer les champs pour la prochaine récolte. Tout enfants qu'ils étaient-ils moins naïfs que les visiteurs qui tentaient de deviner leur méthode de travail, tout en se prenant pour des experts en agriculture? D'autres enfants se gardaient tout seuls sur une balançoire. Parmi les mystères, que dire de la place du village, où l'artisan fabriquait ses produits dans un local sans mur, sans porte, comme si sa manière de travailler ne devait être un secret pour personne. Tous ceux et toutes celles qui animaient cette place paraissaient plus s'intéresser à échanger des nouvelles qu'à faire des affaires, ou bien à faire provision de soleil en amoureux. Quand les femmes n'étaient pas occupées à vendre des légumes, à récolter des raisins, à ramasser de la paille, on pouvait les voir causer entre elles dans le renfoncement d'un village. Il faisait trop petit chez soi pour un commérage entre voisines. Qui aurait cru que des scènes aussi banales de l'époque feraient le bonheur de leur descendance, au point de les reproduire en petit ou de les admirer, comme si la simplicité était quelque chose d'extraordinaire. Ce que les Santons nous ont appris, une nouvelle fois en cette fin d'année 2025, c'est que la vie est un spectacle. Et que les meilleures décorations ne sont pas forcément celles qui brillent le plus, mais celles qui nous touchent.